Un agent laissé pour mort, attaché sous un vieux pont gelé, pas de radio, pas de renfort, juste le vent glacé qui siffle et la morsure lente de l'hiver. Personne en uniforme, personne sur deux jambes. Et pourtant, quelqu'un est venu, pas un homme, pas un sauveteur, un chien. Un ancien K9, berger allemand à la retraite, autrefois dressé à obéir aux ordres les plus stricts, désormais guidé uniquement par son instinct et une loyauté à toute épreuve. Ce qui s'est passé ensuite ne vous laissera pas indemne. Cette histoire va vous briser le cœur, puis vous le recoller morceau par morceau. Avant de plonger dans ce récit bouleversant, dis-moi en commentaire d'où tu regardes cette vidéo. Ville, pays, peu importe, laisse ta trace. Et si tu crois en la loyauté des chiens, en la seconde chance et en la force des liens qui ne se brisent jamais, abonne-toi. Ce n'est pas juste une histoire, c'est un rappel. Un rappel que parfois, les héros portent des cicatrices et marchent à quatre pattes. Laissez un j'aime si cette histoire vous touche et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant de quelle ville vous nous regardez. Maintenant, poursuivons l'histoire. Le vent mordait les collines de Silver Hollow comme le souffle d'une bête endormie. Nous étions début janvier dans les hauteurs du Montana et l'hiver avait recouvert la petite ville de Montclair d'un silence pesant, presque sacré. Les étoiles perçaient timidement à travers les nuages et la lune dessinait des reflets d'argent sur les toits enneigés. À la lisière de la forêt, dans une cabane de rondins solidement plantée, un vieil homme était assis près du feu. Une couverture en laine épaisse posée sur ses genoux, une tasse de thé encore fumante oubliée sur la table. Il s'appelait Monroe Faulkner, 72 ans, visage buriné, silhouette voûtée mais l'esprit encore vif. Autrefois, il avait été garde forestier pendant plus de 30 ans. Il connaissait ces bois comme sa poche. Depuis la mort de sa femme 5 hivers plus tôt, il vivait seul, retiré, comme s'il faisait désormais plus confiance aux arbres qu'aux hommes. À ses pieds, allongé sur un vieux tapis tressé, dormait Shadow, un berger allemand de 7 ans au pelage fauve, aux yeux ambrés et marqués par une cicatrice le long de l'épaule gauche. Souvenir d'un terrain de guerre oublié. Shadow avait été un chien K9, autrefois affecté à la surveillance frontalière dans le sud. Dressé à la perfection. Mais un jour, une explosion l'avait laissé avec une patte endommagée et un esprit que les cris des hommes n'arrivaient plus à apaiser. Monroe l'avait adopté juste après sa réforme. Depuis, ils partageaient le même silence, la même solitude. Pas besoin de mots entre eux, ils savaient. Mais ce soir-là, quelque chose avait changé. Shadow s'était levé brusquement, il avait levé la tête, oreilles tendues, muscles tendus sous son pelage d'hiver. Il s'était approché de la porte, puis avait poussé un gémissement sourd, pressé, presque nerveux. Monroe, surpris, avait posé sa tasse et s'était approché, ses bottes grinçant sur le plancher. « Qu'est-ce qu'il y a, vieux ?» avait-il murmuré. Mais avant même qu'il n'atteigne la poignée, Shadow avait bondi et enfoncé la porte de son museau, assez pour se glisser dans la nuit. « Shadow !» avait crié Monroe, mais le chien était déjà loin, avalé par les bois et la lumière blafarde de la neige. Le vent hurlait entre les branches, secouant les troncs glacés comme les os d'un géant. Shadow courait, ses pattes labourant la neige gelée, guidé non par la vue ni l'odorat, mais par quelque chose de plus profond, une urgence, une certitude. À près d'1 kilomètre de là, au-delà d'un bosquet de pins givrés, se dressait l'ancien pont de fer de Pine Ridge. Autrefois utilisé par les camions de pompiers et les bûcherons, il n'était plus qu'une carcasse rouillée suspendue au-dessus d'un ravin étroit. En contrebas, un ruisseau autrefois bouillonnant n'était plus qu'un lit de glace strié de boue et de pierre. Shadow s'arrêta net à l'entrée du pont. Le silence ici était différent, plus lourd, comme si quelque chose retenait son souffle. Il renifla l'air, sa respiration formant de petits nuages dans l'obscurité, et puis il l'entendit, un gémissement, humain, faible, étouffé. Sa tête se tourna aussitôt vers la source du son, sous le pont, loin, sous les poutres métalliques, dans l'ombre du ravin. À l'autre bout de Montclair, juste derrière les grandes fenêtres éclairées du Sawmill Café, régnait une toute autre tension. Dans le petit poste de police au mur recouvert de lambris, l'atmosphère était lourde, presque irrespirable. Le téléphone sonnait dans le vide. Debout devant une grande carte de la région, le doigt ganté posé sur une route de montagne, l'adjointe Rebecca Langley fronçait les sourcils. 31 ans. Queue de cheval impeccable. Réputation de ne pas mâcher ses mots. Elle murmurait plus pour elle-même que pour quiconque. Il aurait dû appeler depuis des heures. Elle parlait de Wyatt Daniels, 28 ans.
Fraîchement intégré à l'unité de surveillance anti-stupéfiants, il avait grandi dans une ville voisine. Un gars droit, passionné, un brin têtu. 2 nuits plus tôt, il avait envoyé son dernier message alors qu'il suivait une piste dans les contreforts. Depuis, silence radio. Le shérif Al Duncan, une force tranquille d'une 60aine d'années avec plus de 20 années de service derrière lui, mâchouillait le capuchon de son stylo. « La neige a dû couper son signal », grogna-t-il. Rebecca le fixa. « Il ne rate jamais un check-in, shérif. Jamais. » Al soupira l'air fatigué. « Je vais faire relancer un ping. Peut-être qu'il les a juste bloqués quelque part. » Mais il y avait quelque chose dans sa voix. Une fissure, un tremblement discret. Celui d'un homme qui savait que parfois, l'absence de bruit signifie qu'il est déjà trop tard. Pendant ce temps, sous le pont abandonné, Shadow avançait prudemment. Chaque pas le rapprochait de ce qu'il avait perçu. Il renifla. Là, contre un rocher à demi effondré, une forme humaine gisait dans la neige, attachée, immobile. Le chien s'approcha. Les poignets étaient liés derrière le dos avec une corde de nylon. Les chevilles nouées. Un tissu crasseux bâillonnait la bouche. L'uniforme d'agent était déchiré à l'épaule, laissant apparaître la peau violacée, marquée de bleu et de sang séché. Le visage du jeune homme était tuméfié, mais ses lèvres exhalaient encore un souffle, léger, faible, vivant. C'était Wyatt Daniels. Shadow le reconnut immédiatement. Il s'approcha, posa doucement son museau contre sa joue. Un gémissement. Puis il lécha le sang figé, tentant de le réveiller. Le jeune homme gémit imperceptiblement, les yeux à demi clos, perdu dans un cauchemar de froid et de douleur. Mais il sentait une chaleur contre lui, une respiration, un être vivant. Shadow recula et aboya, un premier cri, aigu, puis un second, plus fort. Il tourna en rond, grattant la neige gelée autour du corps, tentant de creuser sous le bras de Wyatt pour le faire bouger. Mais le jeune homme ne pouvait plus lutter, le froid le tirait vers l'abîme. Alors Shadow fit la seule chose qu'il pouvait faire. Il s'allongea contre lui, son flanc contre sa poitrine, partageant sa chaleur comme une dernière braise avant l'extinction. À l'orée de la forêt, bien loin du pont de Pine Ridge et de la gorge gelée, Monroe Faulkner se tenait debout sur le porche de sa cabane, une vieille lampe torche dans une main, la laisse de Shadow dans l'autre. Le froid s'était intensifié depuis le départ précipité du chien. La neige, tombée sans discontinuer, avait effacé toute trace de pas. L'ancien garde forestier avait fait 2 fois l'aller-retour jusqu'à la lisière des bois, appelant dans le vide, scrutant les ténèbres entre les pins, mais l'obscurité lui renvoyait seulement le hurlement du vent. Il serrait la lampe plus fort, les jointures blanchies. Il sentait au creux de son ventre que quelque chose n'allait pas. Shadow n'était pas un chien qui fuyait sans raison. Ce n'était pas une escapade, c'était une alerte, un appel. De retour à l'intérieur, Monroe arracha ses gants, secoua la neige de son manteau et décrocha le vieux téléphone mural de la cuisine. Il fit tourner le cadran, méthodiquement. 1 fois, 2 fois. Puis une voix familière répondit à l'autre bout. « Clara ?» demanda-t-il simplement. Après de 5 kilomètres de là, dans un chalet éclairé par une lampe halogène et encombré de livres vétérinaires, de bandages thermiques et d'anciens carnets de terrain, Clara Maddox releva la tête. À ses pieds, son chien Buck, un berger australien au pelage poivre et sel, somnolait paisiblement. Clara avait 66 ans, un regard gris perçant, une colonne vertébrale plus droite que celle d'un général, et un calme forgé par les années passées comme infirmière militaire en terrain hostile. Depuis sa retraite, elle s'était consacrée à une mission bien à elle. Recueillir et rééduquer les chiens de travail abandonnés, blessés ou rejetés. Elle connaissait Shadow, elle connaissait Monroe, et elle n'avait jamais entendu cette voix-là dans la bouche de l'ancien garde. « Il a filé » dit Monroe. « Il a foncé vers Pine Ridge. Il n'a pas regardé en arrière. » Il y avait une tension dans sa voix, à peine voilée. Clara se redressa aussitôt, ses réflexes d'infirmière reprenant le dessus. « Depuis combien de temps ? Plus d'1 heure, peut-être plus ?» Un silence. Puis elle répondit avec autorité. « Je pars. Rejoins-moi au départ du sentier dans 20 minutes, apporte une corde et une fusée de détresse. Si ce chien donne l'alerte, c'est que quelqu'un est en danger. » Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre. Quelques instants plus tard, Clara était en tenue. Une parka étanche, une lampe frontale autour du cou, un sac à dos chargé de pansements, de couvertures de survie et de rations de secours. Le vieux Buck la regarda, prête à la suivre. Mais elle posa la main sur sa tête. « Pas cette fois, mon vieux. Cette mission, c'est pour Shadow. » Elle referma la porte derrière elle et disparut dans la neige. Sous le pont de Pine Ridge, Shadow n'avait pas cessé d'aboyer. Par moments,
Il se taisait pour lécher la joue gelée de Wyatt Daniels ou pour gratter les cordes qui entravaient ses poignets. Mais ces crocs, aussi tenaces soient-ils, ne suffisaient pas à libérer l'homme. Le froid était devenu un mur, une chape de glace. Le souffle de Wyatt n'était plus qu'un filet. Ses yeux se rouvrirent un instant, brumeux, sans reconnaissance. Il perçut juste une forme, une présence, un être chaud contre lui. Il voulut parler, mais le bâillon l'en empêchait. Puis l'obscurité revint. Shadow, lui, n'abandonna pas. Il gémit, posa son museau contre le torse de Wyatt, se coucha contre lui pour partager sa chaleur. Son pelage déjà recouvert de neige formait une fine barrière entre le froid mortel et la chair encore vivante de l'agent. À intervalles réguliers, le chien se redressait pour aboyer. 1, 2 tas, 3 appels, puis il écoutait. Rien. Le gémissement du vent entre les poutres de fer rouillées et le craquement lointain des arbres. Mais il continuait. Il appelait à l'aide encore et encore pour un homme qu'il ne connaissait pas mais qu'il refusait de laisser mourir. Les heures passaient, l'air devenait plus dense, comme si même l'atmosphère se glaçait. Le souffle de Wyatt se faisait plus ténu, plus douloureux. Son corps était un bloc de douleur et d'inertie. Mais Shadow ne céda pas. Il restait là, éveillé, vibrant, sentinelle contre la mort. Et puis, quelque chose bougea. Un spasme, minuscule. L'un des doigts de Wyatt trembla. Une impulsion presque imperceptible. Mais Shadow la vit. Il gémit, puis poussa un grognement bas. Pas de peur, d'urgence. Et il attaqua la corde. Les nœuds étaient épais, trempés et figés par le gel. Mais l'ancien K9 s'y attaqua comme il l'aurait fait à ses débuts, quand chaque minute comptait. Il mordit, tira, racla, arracha les fibres une à une, ses dents s'usant sur le nylon de durci. Les minutes s'égrenaient, peut-être davantage, puis un fil céda, puis un autre. Et enfin la corde autour des poignets se détendit. Pas complètement, mais assez pour que le sang recommence à circuler. Assez pour ranimer quelque chose, une étincelle. Shadow lécha les poignets meurtris, puis passa à la seconde entrave, celle des chevilles. Il gratta avec ses pattes, mordit le tissu, tira de toutes ses forces. Il ne parvint pas à les détacher, mais les fit assez lâches pour que Wyatt ne soit plus totalement immobilisé. Il ne ressemblait plus à une carcasse oubliée. Il ressemblait à un homme qu'on pouvait sauver. Mais le temps pressait, la température chutait encore, Shadow le savait, il devait alerter, il devait chercher de l'aide. Il se releva lentement, jeta un dernier regard à Wyatt et tourna les talons. Il grimpa la paroi du ravin, ses pattes glissant parfois sur la neige gelée, mais il persista. Il avait connu le désert, les ruines, les montagnes. Il avait été entraîné pour survivre dans les pires conditions. Son corps fatigué avançait malgré tout, porté par une seule certitude. Il n'était pas question d'échouer. Arrivé en haut du ravin, le vent l'assaillit, plus violent, plus tranchant. Mais il ignora la morsure de l'air. Il renifla l'air, orienta ses oreilles et se mit à courir. Pas vers la cabane. Non, il prit la direction du nord, vers la vieille station des Rangers. Un bâtiment en bois et en pierre, désaffecté depuis des années, mais toujours debout. C'était là que Shadow avait été formé, autrefois. Là qu'on lui avait appris à détecter les blessés, à chercher les survivants, à transmettre un signal. Il s'en souvenait, pas par mémoire, par instinct. Il atteignit l'arrière du bâtiment, là où sous un auvent effondré se trouvait une boîte métallique rouillée, fermée par un cadenas. À l'intérieur, un vieux transmetteur radio d'urgence relié au réseau local de secours en montagne. Il n'avait pas été utilisé depuis longtemps, mais quelqu'un l'écoutait encore, plusieurs kilomètres à l'est, dans une cabane en naha, perchée au bord d'un ravin forestier, les murs chargés de cartes topographiques et de couvertures pliées avec soin. Clara Maddox était assise devant un vieux récepteur à piles. Elle écoutait le grésillement régulier des fréquences, comme elle le faisait par habitude, entre deux battements de cœur, entre deux silences. Monroe s'habillait derrière elle, enfilant sa veste de ranger, ses bottes fendillées par les années, remettant en place le foulard de laine que sa femme lui avait tricoté jadis. Leurs gestes étaient lents mais déterminés. Ils savaient que le temps n'était pas leur allié. Et puis, un son, faible, rythmé, différent. Clara se redressa brusquement. « Stop !» dit-elle d'un ton sec. Monroe la regarda surpris. Elle monta le volume. Un aboiement, long, puis de court, silence, puis encore, même séquence, encore. Clara se leva, attrapa un carnet et un stylo et commença à noter les intervalles, traduisant de mémoire ce que ses mains n'avaient pas oublié. « C'est Shadow !»
murmura-t-elle. Monroe haussa un sourcil. « T'es sûr ?» Clara hocha la tête, ferme. « C'est un signal d'urgence. Je l'ai entraîné moi-même, ce chien nous guide !» Elle pointa les coordonnées estimées sur la carte, traduisant les aboiements en position. « Il est près du ravin. Il essaye de nous faire revenir en arrière. Il a trouvé quelqu'un. » Monroe passa sa veste, enfila ses gants, puis saisit une vieille lanterne à gaz. « Alors on y va ?» Clara leva les yeux. « Prends 2 couvertures thermiques. S'il est encore en vie, il est au bord. » Le vent dehors avait baissé, mais la neige persistait à tomber en fins flocons silencieux, recouvrant la forêt comme un manteau d'ouate. Les 2 faisceaux lumineux de leurs lampes frontales coupaient la nuit en lignes tremblantes. Clara avançait devant, ses bottes mordant la neige avec un rythme précis, presque militaire. Son manteau de secours affichait une croix rouge cousue sur l'épaule. Son sac pesait lourd, mais son pas restait sûr. Elle s'arrêtait tous les 10 mètres pour observer les empreintes dans la neige, pattes larges, espacées régulièrement. « Il est passé par là », dit-elle à voix basse. Monroe, derrière, hochait la tête, sa lanterne dessinant des ombres dans les arbres. « Tu es certaine qu'il fait demi-tour » demanda-t-il. Clara regarda les traces. « Oui, il est entraîné pour ça. Shadow ne laisserait pas quelqu'un seul, pas sans raison. » Les empreintes bifurquaient soudainement, dévalant un sentier glacé vers une crête. Au-delà, la silhouette rouillée du pont de Pine Ridge se dessinait dans la pénombre, sinistre. Clara s'arrêta net. Elle inspira. « Il nous a ramenés !» Ils accélérèrent le pas, glissèrent le long de la pente, les jambes fléchies, les mains tendues pour garder l'équilibre. La neige, ici, était plus fine, piétinée. Les roches affleuraient à certains endroits. Puis Clara tendit la main. Là, des empreintes, en rond, serrées. Une forme creusée dans la neige, puis une silhouette humaine, étendue, tordue, immobile. Elle courut, tomba à genoux. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. C'était bien un homme, ligoté, bâillonné, le visage marqué de bleu, la peau bleuie par le froid. Mais il respirait, à peine, un souffle, une trace de vie. Et collé contre lui, pelage hérissé, museau reposant sur son bras, Shadow. Le chien ne bougea pas immédiatement. Il leva à peine la tête. Ses yeux, vitreux mais lucides, croisèrent ceux de Clara. Puis il la reposa contre le torse du jeune homme comme pour dire « Je suis resté ». Clara retrouva ses réflexes d'infirmière. Elle jeta ses gants au sol, posa 2 doigts sur la carotide. Le pouls était faible. Elle regarda les pupilles, dilatées, réactives. Elle murmura des mots que lui seul entendait peut-être. « Tu es en sécurité maintenant, mon garçon. On est là. » Elle tourna la tête. « Monroe, donne-moi les couvertures, le kit médical, vite !» Monroe s'agenouilla à ses côtés, tendant les packs thermiques, la trousse de soins, une gourde d'eau. Clara coupa délicatement le bâillon, libérant la gorge de l'agent. Elle glissa une veste roulée sous sa nuque, colla 2 compresses chaudes sous ses bras et sur son torse. Elle entoura ses poignets d'un bandage isolant tout en chuchotant « Tu vas t'en sortir, je te le promets ». Pendant qu'elle travaillait, Shadow n'avait pas quitté sa place. Il restait là, sa chaleur contre celle de l'homme qui l'avait sauvé, les oreilles basses, le regard en veille. Monroe, enroulant une autre couverture autour de lui, dit doucement « Ce chien lui a offert ce que le temps seul ne peut pas rendre. » Clara acquiesça. Il lui a offert une chance, et dans ce froid, c'est tout ce qui compte. Elle attrapa son talkie-walkie, ajusta la fréquence d'urgence. « Centre de secours, ici Clara Maddox. Nous avons retrouvé un agent. Hypothermie sévère, blessures multiples. Emplacement, pont de Pine Ridge, ravin nord. Besoin immédiat d'un transport médicalisé et d'un accès par motoneige. Je répète, urgence vitale. » Le silence, puis une voix masculine grésilla dans l'émetteur. « Reçu Clara. Équipe de secours en route. ETA, 25 minutes. » Elle baissa le talkie, ses mains tremblaient à peine. Elle reprit les gestes, rajoutant une compresse sur le front de Wyatt. « On le tient, Monroe. Maintenant, on doit le garder en vie. » Monroe acquiesça, l'œil humide. Il se releva pour balayer les environs du regard. Quelque chose accrocha sa vision. Des marques dans la neige, loin derrière la lisière. Des ornières, presque effacées, mais visibles. « Clara, viens voir !» Elle s'approcha, suivit du regard son doigt tendu. Des traces, larges, profondes. « Ce ne sont pas des traces d'hommes, dit-elle. Ce sont des pneus, camionnettes ou SUV modifiés, récents, très récents. » Elle fronça les sourcils. « Ce sentier-là, ça mène vers quoi ?» Monroe réfléchit. « Le vieux chemin de la carrière. Un des itinéraires dont parlait Wyatt, non ?» Clara sortit son téléphone, photographia les empreintes. « Je vais signaler ça au shérif. Cet endroit, c'est peut-être pas un hasard. »
À ses pieds, Shadow leva la tête et reposa son museau sur les jambes de Wyatt, comme pour dire « le danger n'est pas encore passé ». Au-dessus de leur tête, le vent reprenait de la force, sifflant entre les branches nues comme une mise en garde silencieuse. Mais dans la gorge, près du pont de Pine Ridge, le temps semblait suspendu. La neige tombait en silence, les flocons s'accrochant aux couvertures d'urgence, à la fourrure de Shadow, au visage encore fiévreux de Wyatt. Ils étaient trois, réunis par une chaîne invisible. Un homme, une femme, un chien, unis contre le froid, contre le temps. 21 minutes plus tard, le vrombissement des motoneiges déchira l'obscurité comme un rugissement venu d'un autre monde. Des phares blancs balayèrent les pins. Deux secouristes descendirent de leur machine, munis d'un brancard, d'un sac à oxygène et d'un kit de survie. Clara se releva aussitôt pour les accueillir, leur résumant brièvement l'état de Wyatt, les gestes déjà faits, les constantes qu'elle avait notées. Pendant qu'il stabilisait le jeune homme, Shadow restait figé, comme une statue vivante veillant sans faillir. Monroe, debout non loin, observa la scène en silence. Puis il jeta un coup d'œil vers les traces de pneus à l'orée du bois, et ses mâchoires se crispèrent. Il y avait autre chose derrière cette histoire, quelque chose de plus grand que l'agression d'un jeune officier isolé, quelque chose que Wyatt avait peut-être découvert et que certains voulaient cacher. Le brancard fut chargé sur une des motoneiges modifiées. Un secouriste s'accroupit près de Clara. « Vous venez avec ?» Elle jeta un regard à Monroe, puis à Shadow. « Non, je reste. » « Lui, dit-elle en désignant le chien, il ne le laissera pas. » L'homme acquiesça et grimpa à bord. Le moteur rugit, puis le groupe disparut dans la nuit blanche, transportant avec lui la vie fragile de Wyatt Daniels. Quelques heures plus tard, à l'hôpital régional de Clearbrook, les urgences bourdonnaient d'une activité feutrée. Wyatt gisait sous les lumières stériles, un masque à oxygène sur le visage, des perfusions dans chaque bras, son corps réchauffé lentement pour éviter un choc thermique. Le personnel médical allait et venait, concentré mais calme, comme seuls les vétérans de la traumatologie savent l'être. Dans un coin de la pièce, Clara était assise sur une chaise en plastique, toujours vêtue de sa tenue de sauvetage. Ses gants séchaient sur un radiateur, ses yeux fixaient les écrans de contrôle, cherchant la moindre variation, le moindre signe que le jeune homme s'accrochait. Shadow, lui, était couché au pied du lit, son museau reposant sur ses pattes croisées, la tête légèrement tournée vers Wyatt. Il n'avait pas fermé l'œil. Près de la fenêtre, Monroe contemplait les montagnes dans le lointain. Le soleil commençait à se lever, dessinant des teintes de cuivre sur les cimes enneigées. Il semblait fatigué, mais plus que cela, il semblait habité par une question. Quel genre de vérité avait bien pu mener un jeune officier à finir ligoté sous un pont, à moitié mort ? La porte s'ouvrit doucement. Une femme entra, cheveux bruns attachés en une tresse soignée, blouse bleue foncée, regard déterminé. Docteur Janice Brody, 44 ans, chirurgienne traumatologue, réputée pour son efficacité glaciale mais respectée dans toute la région. Elle jeta un œil à Wyatt, puis au moniteur. Elle hocha doucement la tête. Il est stabilisé, hypothermie gérée, surveillance cérébrale en cours, il tient. Clara incline la tête. Il est solide. Docteur Brody esquissa un mince sourire. Il avait un ange gardien. Comme pour approuver, Shadow releva la tête et poussa un petit grognement rauque. Un son bas, apaisé. Mais qui disait tout ? Prévenez-moi s'il se réveille, dit la médecin. J'ai le sentiment qu'il a beaucoup à dire. Les heures suivantes s'écoulèrent lentement. Clara somnolait par à-coups, Monroe lisait une carte topographique sur son téléphone et Shadow restait figé comme un gardien silencieux. Et puis, au milieu de la matinée, quelque chose changea. Les paupières de Wyatt frémirent. Une main remua doucement sous la couverture. Clara s'approche aussitôt, ses gestes redevenant précis, doux. « Wyatt » chuchota-t-elle. « Tu es en sécurité ? Respire. » Il cligna des yeux, 2 fois. Son regard était trouble, comme s'il émergeait d'un rêve de glace. Il voulut parler, mais sa gorge était sèche, sa voix à peine un souffle. « Ma chaussure » murmura-t-il. Clara fronça les sourcils. « Quoi ?» Il déglutit avec effort. « Talon gauche, USB, non ?» Un rictus de douleur. Avant qu'il m'attrape, elle se tourna vers Monroe. Il était déjà debout. « Je pars la chercher. Il veut qu'on trouve une clé. Shadow connaît l'endroit. » Clara se pencha vers le chien. « Tu te souviens ?» murmura-t-elle. Shadow ouvrit grand les yeux, puis se leva lentement, ses articulations raides, mais son corps déterminé. Il s'approche de Monroe, remuant faiblement la queue. Il savait où aller. Le soleil était à peine levé lorsque Monroe et Shadow revinrent sur les lieux.
Le pont de Pine Ridge semblait figé dans le passé. La neige avait recouvert les traces, mais le chien n'en avait pas besoin. Il descendit doucement dans le ravin, s'arrêta, renifla, puis se mit à creuser avec ses pattes dans un monticule de neige durcie. Monroe observait, les mains dans les poches, le souffle court. Au bout de quelques minutes, Shadow s'écarta. Il avait dégagé un objet noir, une botte tactique, lacet encore nouée, cuir raidi par le gel. Monroe s'agenouilla, la saisit. Il la retourna dans ses mains, puis repéra quelque chose d'étrange, un petit renflement dans le talon. Clara, arrivée peu après, reconnut aussitôt. « Cache intégrée, dit-elle, c'est courant chez les agents infiltrés. » Monroe sortit un couteau de poche, fit levier, le talon se détacha. À l'intérieur, un minuscule dispositif USB enveloppé dans un film étanche. Clara le prit doucement entre ses doigts. Son regard était grave. « On doit amener ça au shérif maintenant. » Au poste de police de Montclair, la tension était palpable. Dans la salle de réunion improvisée, les rideaux tirés laissaient passer une lumière pâle de fin d'après-midi, filtrée par les vitres givrées. Le shérif Harvey Dobson, large d'épaules, le visage buriné par les années, tenait entre ses mains calleuses la petite clé USB trouvée dans la botte de Wyatt. Il n'avait pas encore parlé, les sourcils froncés, l'air concentré, comme s'il tenait là une mèche allumée, prête à faire sauter quelque chose de plus grand que lui. Autour de lui, une poignée d'agents écoutaient en silence. Rebecca Langley était là, bras croisés, le regard fixé sur l'écran où les premières données extraites de la clé s'affichaient. Photos de surveillance, tableau de paiement codé, localisation GPS, noms, des dizaines de noms, des identifiants rattachés à une organisation baptisée dans les fichiers Crimson Loop. « Mon Dieu !» souffla Rebecca. Il avait raison, tout y est. Le shérif hocha lentement la tête. « On tient la preuve. » La planque, les circuits, les comptes, c'est une frappe chirurgicale. Elle zooma sur un point de la carte. Une ancienne carrière désaffectée, à moins de 2 kilomètres du pont où Wyatt avait été retrouvé. Les données montraient des mouvements répétés, des itinéraires de livraison, des images nocturnes floues de silhouettes armées. Ils utilisaient les tunnels d'extraction, murmura-t-elle. On parle de plusieurs cargaisons par semaine. On bouge ce soir, déclara Harvey. Sa voix ne tremblait pas. On contacte les groupes d'intervention régionaux. Pas question de les laisser filer. Il leva les yeux vers Clara et Monroe, assis discrètement dans un coin de la pièce. Sans vous deux, et ce chien, on n'aurait jamais trouvé ça. Clara resta silencieuse, mais son regard se porta vers Shadow, couché à ses pieds. Il dormait enfin, les oreilles encore agitées de légers soubresauts. Il n'avait rien demandé. Et pourtant, il avait changé le cours des choses. Cette nuit-là, sous un ciel noir piqué d'étoiles gelées, la police de Montclair, épaulée par les forces régionales, se mit en marche. Les motoneiges ronronnaient dans la nuit comme des prédateurs mécaniques glissant sur les pentes glacées vers l'entrée cachée de l'ancienne carrière de Granite Hollow. Une dizaine de véhicules tout-terrain avançaient en silence, leurs phares éteints, leurs pneus crissant sur la neige durcie. L'opération débuta à minuit pile. Les forces spéciales, casques enfoncés, lampes fixées aux fusils, déployées en éventail, encerclèrent l'entrée des tunnels. En quelques minutes, tout était bouclé. 10 suspects furent arrêtés, tous vivants. Parmi eux, Dean Harker, ancien logisticien pour les secours de montagne, reconverti en trafiquant. Un homme grand, au crâne rasé, une cicatrice en travers de la mâchoire et un regard aussi vide qu'une nuit sans lune. C'était lui, le cerveau de l'opération. Un ancien héros local devenu l'architecte d'un réseau criminel qui acheminait drogue et armes à travers les routes oubliées de la montagne. Le raid permit de saisir plusieurs kilos de substances illicites, des armes, de l'argent liquide et surtout des enregistrements, des conversations codées, des preuves que Wyatt avait commencé à réunir avant d'être trahi. Il avait été sur leur piste depuis des semaines et il avait presque tout révélé avant d'être capturé. Le réseau Crimson Loop venait de tomber. Et cela avait commencé par un chien, un vieil homme et une intuition. Les jours qui suivirent furent marqués par un étrange calme à Montclair. La neige continuait de tomber, les toits restaient blancs, les rues silencieuses. Mais quelque chose avait changé. Les visages croisés en ville semblaient plus ouverts, plus humains. Une sorte de soulagement discret. Comme si la ville retenait un soupir depuis trop longtemps et pouvait enfin respirer. Dans la petite maison de Monroe, transformée depuis peu en sanctuaire improvisé, Wyatt Daniels se remettait lentement. 2 semaines s'étaient écoulées depuis sa libération. Ses côtes étaient encore douloureuses, sa cheville enflée, ses yeux cernés. Mais il souriait parfois.
ce qui était déjà une victoire. Clara venait tous les matins avec du café chaud et une autorité maternelle difficile à contourner. Elle prenait soin de ses pansements, l'interrogeait doucement sur ses douleurs, s'assurait qu'il buvait suffisamment, qu'il mangeait correctement. Et Shadow ne l'avait pas quitté. Le chien dormait au pied de son lit, l'accompagnait jusqu'au canapé, posait parfois sa tête sur ses genoux comme pour lui rappeler qu'il était là, qu'il serait toujours là. Un matin, alors que Wyatt contemplait le feu dans la cheminée, Monroe entra avec une boîte à outils dans les mains et un sourire discret. « Allez, soldat, tu bouges !» Wyatt haussa un sourcil. « Je suis encore en convalescence, tu sais ?»« Justement, » répondit Monroe, « c'est pas bon de trop rester assis. Viens, j'ai quelque chose à te montrer. » Curieux, Wyatt enfila un manteau et suivit l'homme jusqu'à l'arrière de la propriété. La neige avait été dégagée, révélant une petite cabane en bois, toute neuve, une seule pièce, un poêle à bois, un lit simple, un bureau, une étagère vide. « C'est à toi maintenant, » dit Monroe. « Si tu veux rester, tu n'as pas à repartir, pas si tu ne le veux pas. » Wyatt ne répondit pas tout de suite. Sa gorge se serra. Il n'était pas du genre à montrer ses émotions, mais il sentit une chaleur étrange lui monter au visage. De la gratitude, de la paix. « Merci », dit-il simplement, et ce fut suffisant. Ce soir-là, alors que le feu crépitait à l'intérieur de la cabane et que Shadow dormait paisiblement près de la cheminée, Wyatt sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'idée que, peut-être, il n'était plus seul. Qu'il avait trouvé ici, au cœur d'une ville enneigée, entre un vieil homme bourru, une vétérinaire au regard d'acier et un chien au cœur plus grand que nature, une nouvelle forme de famille. Et cette pensée, aussi simple soit-elle, fut la plus belle des victoires. La neige avait commencé à fondre dans les rues de Montclair. Les stalactites pendaient encore au toit des maisons, mais le vent portait désormais un souffle plus doux. Dans l'air, on sentait cette odeur si particulière de bois humide, de terre qui se réveille. Le printemps approchait, lentement, prudemment, comme s'il avait peur de déranger l'équilibre fragile que l'hiver avait imposé. Pour Wyatt Daniels, cette saison nouvelle n'était pas seulement un changement de climat, c'était une seconde naissance. Il passait désormais la plupart de ses journées à marcher un peu plus loin chaque fois, à remettre doucement son corps en mouvement. Parfois avec l'aide de Monroe, d'autres fois simplement suivi de Shadow. Le chien le surveillait avec cette vigilance discrète propre aux compagnons qui ont partagé la douleur. Une loyauté silencieuse, un lien forgé dans la glace. Un après-midi, alors que le ciel s'était paré de gris et que l'air sentait la pluie à venir, Clara entra dans la cabane de Monroe avec un sourire en coin et un carton sous le bras. Elle le posa sur la table, fit tomber ses gants et s'adressa à Wyatt qui finissait de boire son thé. « J'ai besoin de ton aide, officier. » Wyatt releva la tête. « Qu'est-ce que vous complotez encore ? » « Rien de louche, je te rassure, » répondit-elle en riant. « J'ai eu l'accord de la mairie pour utiliser l'ancien entrepôt communal. Je vais en faire un centre de formation pour chiens de secours. » Wyatt la regarda intrigué. « Tu veux dire dresser des chiens comme Shadow ?» Clara hocha la tête. « Exactement. Il y en a tant qui attendent dans les refuges. Des chiens brisés, laissés pour compte, comme Shadow l'a été. Je veux leur donner une mission, une nouvelle vie. Et toi, je veux que tu fasses partie de ça. » Il resta silencieux un instant. L'idée résonnait en lui d'une manière inattendue, pas comme un devoir, comme une évidence. « Tu penses vraiment que je pourrais aider ?» demanda-t-il doucement. Clara le fixa de ses yeux gris. « Tu as été sauvé par l'un d'eux. Tu sais mieux que quiconque ce qu'ils peuvent nous faire. » Shadow releva la tête à cet instant comme s'il avait compris chaque mot. Ses yeux ambrés brillèrent et sa queue battit doucement le sol. Wyatt sourit. « D'accord, on le fait. » Les jours suivants furent marqués par une nouvelle énergie. Le vieux dépôt situé à la sortie et de Montclair fut transformé en un centre rudimentaire mais fonctionnel. Clara installa des zones d'entraînement, des parcours d'obstacles et des espaces de repos pour les animaux. Wyatt l'aidait à réparer les barrières, poser les filets, fixer les panneaux. Shadow, lui, avait trouvé sa place immédiatement. Il observait les autres chiens, les guidait parfois, sans qu'on lui demande. Il devenait naturellement le pilier de ce petit monde en construction. Des chiens de toutes sortes commencèrent à arriver. Certains avaient été abandonnés dans des forêts, d'autres avaient été saisis lors de descentes de police. Beaucoup avaient connu la violence, tous avaient quelque chose à prouver, et un besoin immense d'être reconnus. Wyatt apprenait chaque jour. Il étudiait les gestes de Clara, observait la manière dont elle parlait aux chiens.
comment elle détectait les traumatismes dans un simple regard, un mouvement de queue, une respiration trop courte. Peu à peu, il commença à entraîner lui-même certains chiens, à les faire courir, ramper, chercher des objets dans des conditions extrêmes. Et plus le temps passait, plus Wyatt retrouvait quelque chose en lui, une clarté, un sens, mais c'est lors d'une sortie au centre communautaire que tout changea à nouveau. Clara avait été invitée à une session avec des enfants en situation de stress post-traumatique, des orphelins, des victimes d'accidents, des enfants ayant vu plus que ce qu'un esprit si jeune ne devrait jamais contenir. Elle proposa à Wyatt de l'accompagner avec Shadow. Ce jour-là, dans la salle colorée du centre, Wyatt observa en silence. Les enfants étaient assis en cercle, certains nerveux, d'autres silencieux comme des statues. Et Shadow s'avança lentement au centre, son pas souple, ses yeux doux. Il se coucha près d'un petit garçon dont les mains tremblaient, et sans un mot, sans une consigne, l'enfant posa sa main sur son dos. Et il ne pleura pas. Il respira. D'autres enfants s'approchèrent. Il ne posait pas de questions. Il s'asseyait simplement. Et Shadow restait là, présent, inébranlable, comme une ancre dans une mer agitée. À la fin de la séance, Wyatt restait figé près de la porte, les bras croisés. Clara le rejoignit. Elle parla doucement. « Ce chien n'a pas seulement sauvé ta vie, Wyatt. Il continue de sauver celle des autres. Tu le vois maintenant ?» Il hocha la tête. Son regard était humide. Mais pour une fois, ce n'était pas de la douleur, c'était de la paix. Et au fond de lui, il comprit que ce qu'il avait trouvé à Montclair allait bien au-delà d'un refuge ou d'un toit. Il avait trouvé une vocation, une mission, pas avec une arme, pas avec un uniforme, mais avec un chien et un cœur ouvert. Les semaines passèrent et le centre d'entraînement s'anima comme jamais. On y entendait des aboiements enthousiastes, des encouragements de Wyatt et Clara, le claquement des bottes sur le gravier, et parfois un silence profond lorsque les chiens trouvaient enfin, au détour d'un exercice, la paix qu'ils n'avaient jamais connue. Le bâtiment, autrefois vide et poussiéreux, résonnait désormais de vie, de rires d'enfants, de pas prudents, de secondes chances. Shadow, lui, s'était naturellement imposé comme le mentor du groupe. Les autres chiens semblaient instinctivement le suivre, le respecter. Il ne courait pas aussi vite que les plus jeunes, ne sautait pas aussi haut que les plus athlétiques, mais il dégageait une force tranquille, un calme qui faisait taire les plus agités et rassurait les plus brisés. Chaque fois qu'un nouveau chien arrivait, on le laissait d'abord passer un moment seul avec Shadow. Et souvent, cela suffisait à poser les bases de la reconstruction. Un matin, alors que Wyatt installait un nouvel équipement d'escalade artificielle pour un exercice de verticalité, Clara entra dans l'entrepôt avec un sourire malicieux. « Prépare-toi, te dit-elle. Aujourd'hui, tu vas parler. » Wyatt leva un sourcil. « Parler? À qui ?» Elle lui tendit une invitation imprimée. « L'école primaire de Montclair organise sa fête annuelle. Ils veulent que tu viennes raconter ton histoire, ton vrai récit, et celui de Shadow. » Il resta figé un instant. L'idée de se retrouver face à une foule, d'ouvrir des cicatrices qu'il préférait garder enfouies, le crispait. Mais Clara s'approcha, doucement, et posa une main sur son bras. « Tu n'as pas besoin de dire ce que tu n'es pas prêt à partager. Mais il y a là-bas des enfants qui ont besoin de savoir qu'on peut survivre, et surtout, qu'on peut guérir. » Wyatt prit une longue inspiration. Il regarda Shadow couché au pied de la rampe, la tête posée sur ses pattes, les yeux mi-clos. « Très bien, dit-il, on ira. » Le jour de la fête arriva, et avec lui un soleil franc. Le genre de lumière rare et dorée qui semble laver les rues d'un hiver trop long. Le terrain de l'école avait été transformé. Des guirlandes suspendues entre les arbres, des ballons flottant au-dessus des tables, des familles assises sur des couvertures de pique-nique. Il y avait des jeux, de la musique, des rires, et au centre, une petite estrade montée pour les interventions. Wyatt s'y tenait vêtu simplement d'un pull et d'un pantalon de travail. À ses côtés, Shadow, assis, droit et tranquille. Les enfants massés devant la scène, chuchotaient en le regardant. Certains avaient suivi son histoire, d'autres ne savaient que ce qu'on leur avait raconté. Tous attendaient. Il prit la parole, sa voix était calme, lente. « Il y a quelques mois, j'étais seul, j'étais blessé, j'étais perdu sous la neige et je pensais que personne ne viendrait. » Il marqua une pause, le silence tomba parmi les enfants. Mais quelqu'un est venu, pas un homme, pas un héros, dans une voiture de police. C'était un chien qu'on avait lui aussi laissé de côté. Il posa la main sur la tête de Shadow. Il m'a trouvé. Il est resté. Il a refusé de me laisser mourir. Les enfants étaient suspendus à ces mots. Certains avaient les yeux écarquillés, d'autres tenaient la main d'un frère ou d'une sœur.
Shadow ne m'a pas seulement sauvé. Il m'a appris que parfois, ce qui nous sauve ne vient pas d'une grande action spectaculaire, mais d'une présence, d'un souffle chaud dans le froid, d'un regard qui dit « Je suis là, tiens bon ». Il sortit une petite boîte de sa poche, en tira une médaille, une simple breloque en argent, gravée avec les mots « Héros de Montclair » et une silhouette de chien et d'homme côte à côte. « Cette médaille, dit-il, la voix un peu plus rauque, n'est pas pour moi, elle est pour lui, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il continue de faire. » Il l'attacha autour du cou de Shadow qui, comme s'il comprenait l'importance de ce moment, resta parfaitement immobile. La médaille brilla un instant sous la lumière du matin. La foule applaudit, pas bruyamment, mais profondément, avec une sincérité silencieuse. Mais alors que Wyatt descendait de l'estrade, il vit un visage dans la foule qui attira son attention. Un garçon assis en retrait, les épaules rentrées, les vêtements trop grands, le regard baissé. Il ne bougeait pas, ne riait pas, ne partageait pas l'euphorie ambiante. Ses poings étaient serrés sur ses genoux, ses lèvres tremblaient. Wyatt s'arrêta. Il n'avait pas besoin de plus. Il savait reconnaître ce genre de regard. Il s'agenouilla à côté de Shadow, lui glissa doucement. « Va, mon grand, c'est à toi. » Le chien s'avança, lentement, chaque pas compté. Il approcha du garçon et s'assit sans le toucher. Puis, il avança sa tête et la posa délicatement sur ses genoux. Le garçon ne bougea pas d'abord, puis ses mains se desserrèrent. Il posa les doigts sur la tête de Shadow timidement. Une caresse. Et puis, les larmes, silencieuses, authentiques, comme une brèche qu'on n'arrive plus à contenir. Il se pencha et serra le chien contre lui, enfouissant son visage dans sa fourrure. Wyatt regardait la scène, et quelque chose en lui se dénoua. Ce qu'il avait vécu, ce qu'il avait traversé, n'était pas seulement son histoire. C'était celle de tous ceux qui, un jour, avaient cru qu'ils étaient deux seuls, et qu'un chien leur avait prouvé le contraire. Le printemps était désormais bien installé à Montclair. Les arbres bourgeonnaient, les oiseaux revenaient timidement, et les ruelles retrouvaient leur couleur. Mais à l'intérieur du centre d'entraînement, le rythme ne ralentissait pas. Bien au contraire, grâce à la visibilité qu'avait apporté la fête de l'école, de nouvelles demandes affluaient. Des familles souhaitaient confier leurs chiens à la formation. Des éducateurs spécialisés demandaient de l'aide pour des enfants autistes. Des vétérans écrivaient depuis d'autres États. Tous voulaient comprendre comment un chien comme Shadow pouvait transformer une vie. Clara gérait tout cela avec l'énergie d'une commandante de terrain. Elle supervisait les plannings, organisait les évaluations comportementales et s'occupait personnellement des cas les plus complexes. Mais c'était Wyatt qui devenait peu à peu le cœur battant du centre. Sans s'en rendre compte, il avait endossé un rôle qu'il n'avait jamais imaginé occuper, celui de formateur et de guide. Il ne criait jamais, ne forçait aucun animal. Il passait du temps à observer, à comprendre, à parler doucement, genoux à terre, avec patience. Les chiens traumatisés semblaient sentir en lui une forme de compréhension instinctive. Il sentait qu'il avait souffert, lui aussi, et qu'il ne les jugerait pas. Un après-midi, alors que Wyatt terminait un entraînement avec un jeune berger allemand nommé Riley, un véhicule noir s'arrêta devant les grilles du centre. Une voiture banalisée, aux vitres teintées. 2 hommes en sortirent. Costume sombre, démarche assurée. Clara, qui s'occupait d'un chiot en arrière-cour, fronça les sourcils en les voyant approcher. « Bonjour », dit l'un d'eux en montrant une carte. « Agent spécial Graham, Bureau fédéral des opérations vétéranes. Voici mon collègue, l'agent Moss. Nous sommes ici pour parler de l'animal nommé Shadow. » Wyatt se redressa lentement, son regard se durcit. « Qu'est-ce qu'il a fait ? Rien d'illégal, rassurez-vous, » répondit Graham avec un sourire feutré. Au contraire, il a attiré l'attention, beaucoup d'attention. Son passé militaire, sa réactivité, son comportement post-traumatique stabilisé. Il est unique. Clara s'avança. « Où voulez-vous en venir ?» Graham sortit un dossier. Il le posa sur une table de travail. À l'intérieur, des photos, des rapports, des propositions de collaboration. Nous avons lancé un programme pilote, chien d'intervention communautaire pour zones à haut risque. Nous avons besoin d'animaux capables de travailler aux côtés de policiers, de pompiers, de travailleurs sociaux. Shadow est un candidat idéal. Wyatt les fixait sans mot dire. Il ne vous appartient pas d'y poursuivre Graham. Techniquement, il a été radié du programme militaire. Mais vu ses capacités et les événements récents, nous avons le pouvoir de le réintégrer. Clara croisa les bras. Vous voulez le reprendre ? Nous voulons l'utiliser à bon escient. Il sauverait d'innombrables vies. Et bien sûr, vous seriez intégré au processus. Il pourrait être stationné ici, à Montclair, et être appelé selon les besoins. Le silence tomba.
Seul le vent soulevait quelques feuilles au sol. Wyatt regarda Shadow. Le chien, couché près du portail, les observait sans bouger. Il ne savait rien de ces enjeux, mais son regard cherchait celui de Wyatt. Comme toujours. « Je peux lui parler ?» demanda Wyatt. Graham haussa les épaules. « Bien sûr. Mais comprenez que nous avons des délais. Nous devons donner une réponse dans la semaine. » Ils repartirent sans insister. Wyatt, lui, resta là, longtemps. Il s'assit sur une marche et Shadow s'approcha. Il posa la main sur son cou, doucement. « Qu'est-ce que t'en dis, mon vieux ?» murmura-t-il. « On t'offre une nouvelle mission. Mais ça veut dire quitter le calme, repartir là-bas, voir des choses qu'on avait enterrées. » Shadow pencha la tête, puis posa sa patte sur le genou de Wyatt. Un simple contact. Mais dans ce geste, il y avait une décision. Le lendemain, Wyatt et Clara se rendirent à la mairie. Ils demandèrent une entrevue avec le maire adjoint, David Merton. Un homme rondouillard, affable, mais dont les yeux perçaient les intentions comme des aiguilles sous un sourire. « On veut que Shadow reste ici, » dit Wyatt d'une voix claire. « Mais on veut aussi qu'il serve, à notre manière. » Merton fronça les sourcils. « Comment ça ?» Clara sortit un plan. « On veut que le centre soit reconnu comme unité civile de réponse canine, subventionné localement, formé par des vétérans, connecté au programme fédéral mais opérant depuis Montclair. » Merton resta silencieux un moment, puis il sourit. « Vous voulez créer une unité hybride, une première ?» Wyatt hocha la tête. « Exactement. Pas un chien de guerre, pas un simple chien d'assistance. Quelque chose entre les deux. Quelque chose de nécessaire. » Le projet fut voté 2 semaines plus tard, à l'unanimité. Shadow devint officiellement le premier chien de l'unité de soutien tactique civil de Montclair. Un statut nouveau, unique, et avec lui un symbole. Ce fut le début d'une nouvelle ère. Le mois suivant, les choses changèrent assez rapidement. Le centre de formation, rebaptisé officiellement Montclair Tactical Canine Unit, reçut son premier financement public. Une subvention modeste, mais suffisante pour équiper correctement les installations, améliorer l'isolation du bâtiment principal et construire un deuxième chenil. Clara supervisa les travaux, tandis que Wyatt dirigeait les premières sessions de formation des binômes humains-chiens. Mais ce fut Shadow qui imposa la nouvelle dynamique. Il avait désormais un rôle officiel. Son gilet portait un écusson frappé d'une patte stylisée et du mot « tactique ». Et partout où il allait, les regards changeaient. Les enfants lui souriaient dans la rue. Les anciens saluaient Wyatt d'un signe de tête plus franc. Les commerçants déposaient parfois un os ou une friandise sur le rebord de leur boutique. Montclair, sans le dire, s'était trouvé un héros. Mais le vrai test arriva un matin d'avril. L'alerte fut donnée par la radio locale. Un glissement de terrain avait bloqué une route de montagne, piégeant un bus scolaire entre 2 parois. Les secours étaient déjà sur place, mais les enfants étaient dispersés dans la forêt, effrayés, certains blessés. Il fallait les retrouver rapidement avant la tombée de la nuit. Et l'unité canine était appelée pour la première fois. Wyatt prépara Shadow sans un mot. Il boucla son harnais, vérifia ses coussinets et caressa doucement l'arrière de son oreille, un geste qu'il partageait depuis l'incident sous le pont. Puis ils montèrent dans le camion du shérif, aux côtés de 2 autres chiens en formation et de leur maître. Le trajet fut court, mais intenso. Sur place, l'air sentait la terre humide et la résine. Des pierres encore chaudes de friction s'étaient amassées sur la route, formant une barrière infranchissable. Des parents attendaient, mains jointes, larmes aux yeux. Une maîtresse en état de choc répétait sans cesse « Ils sont partis dans les bois, ils ont eu peur, ils ont couru ». Wyatt s'agenouilla devant Shadow, lui montra un pull d'enfant trouvé dans le bus, puis pointa la forêt. « Trouve-les !» Et sans attendre, le chien s'élança. Ce fut une danse silencieuse entre l'instinct et l'expérience. Shadow courait, s'arrêtait, reniflait, puis reprenait. Wyatt et les autres suivaient tant bien que mal. La radio grésillait dans leur oreille, mais aucune voix ne venait interrompre la concentration du groupe. Le premier enfant fut retrouvé après 15 minutes. Un garçon recroquevillé derrière une souche, tremblant, la lèvre en sang. Shadow s'approcha doucement, couché à hauteur de regard avant d'aboyer une seule fois. Assez pour alerter, pas assez pour effrayer. Puis un autre, une fillette perchée sur un rocher blessée à la jambe. Puis un troisième, endormi contre un tronc, protégé par son sac à dos. À chaque fois, Shadow se comportait comme un ange silencieux. Il ne bousculait pas. Il veillait. Il attendait. Jusqu'à ce que les enfants se sentent assez en sécurité pour tendre la main. Au total, ils en retrouvèrent 8. Mais il en manquait encore 2. La nuit commençait à tomber et les équipes hésitaient à poursuivre. Wyatt, lui, refusait d'arrêter.
Shadow non plus ne ralentissait pas. Son regard était plus tendu, ses mouvements plus rapides. Il savait qu'il restait des vies à sauver. Et c'est au détour d'une crête qu'il les découvrit. 2 enfants, frères. L'un d'eux était tombé dans un ravin étroit, l'autre tentait désespérément de le hisser par la capuche de son manteau. Le sol était instable. Une pluie fine commençait à tomber. Le temps était compté. Wyatt n'hésita pas. Il attacha une corde à un pin, se fit descendre en rappel par un pompier et rejoignit le plus jeune, coincé entre 2 pierres. Il le sécurisa, le remonta lentement avec l'aide des équipes. Le grand frère, lui, refusait de lâcher la main de Shadow qu'il avait rejoint et l'avait stabilisé par sa seule présence. Une fois en haut, les 2 enfants furent pris en charge. Mais avant d'être évacués, le plus petit serra Shadow contre lui, sans un mot. Juste un long contact, les yeux fermés. Le lendemain, Montclair se réveilla avec une nouvelle histoire. Le journal local publia en une « Héros à 4 pattes. L'unité canine sauve 10 enfants dans la forêt ». La photo de Wyatt et Shadow, debout côte à côte dans la brume matinale, fit le tour de l'État. Mais Wyatt, fidèle à lui-même, ne cherchait ni projecteur, ni médaille. Il retourna au centre et reprit l'entraînement. Car il savait que d'autres appels viendraient, d'autres détresses, d'autres missions. Et dans l'ombre tranquille de cette ville désormais unie, un homme brisé et un chien abandonné étaient devenus les piliers d'une communauté renaissante. L'histoire du sauvetage s'était propagée au-delà de Montclair. Des journaux d'État y consacraient des encarts entiers. Une chaîne locale diffusa un petit reportage mêlant des images de l'unité canine en entraînement et des témoignages de parents bouleversés, reconnaissants. Mais malgré cette soudaine notoriété, Wyatt refusait de s'écarter de son quotidien. Chaque matin, il se levait avant le lever du soleil, préparait les box, vérifiait les stocks de croquettes et faisait une promenade avec Shadow dans les bois. Il ne parlait pas. Il n'en avait pas besoin. Le simple fait d'avancer côte à côte dans le silence de la nature suffisait. Mais un jour, alors qu'il marchait le long de la rivière Gelson, Shadow s'arrêta net. Il tourna brusquement la tête. Ses oreilles se redressèrent et il poussa un gémissement étouffé. Wyatt comprit immédiatement. Quelque chose n'allait pas. Il s'accroupit. Qu'est-ce qu'il y a ? Shadow s'éloigna du sentier, remonta une pente raide, puis s'immobilisa près d'un vieux tronc creux. À l'intérieur, roulé dans une couverture détrempée, se trouvait un petit chien. Maigre, blessé, les yeux vitreux. À côté de lui, un sac plastique contenant des croquettes périmées et une boîte de médicaments pour humains. Quelqu'un l'avait abandonné là. Wyatt s'approcha, tendit la main avec lenteur. Le petit chien ne montrait aucun signe d'agressivité. Il était trop faible pour cela. Mais ses yeux cherchaient quelque chose, une réponse, un contact. Shadow s'allongea à côté de lui, couvrit son flanc de son corps chaud. Wyatt appela Clara depuis la radio. 15 minutes plus tard, ils étaient de retour au centre. Le vétérinaire local diagnostiqua une infection pulmonaire avancée, un début de malnutrition et de multiples contusions anciennes. Le chiot avait été utilisé puis rejeté. Clara proposa de l'appeler Stitch. Comme les points de suture qu'on a tous au fond de nous, dit-elle en souriant. Wyatt passa les nuits suivantes à dormir à côté du box de Stitch, avec Shadow couché juste derrière. Le petit chien reprenait lentement vie. Il mangeait, parfois tremblant, mais avec envie. Il suivait Shadow du regard. Il refusait que Wyatt quitte la pièce. Comme si ce trio venait de former une famille impromptue, née d'un abandon. Mais ce n'était pas un cas isolé. En l'espace de 2 semaines, 3 autres chiens furent retrouvés aux abords de Montclair, tous blessés. Tous semblant avoir été jetés là comme des déchets, et les analyses vétérinaires confirmèrent une crainte grandissante. Ces chiens provenaient d'un ancien chenil clandestin probablement démantelé, dont les propriétaires, pour fuir les accusations, avaient préféré se débarrasser des animaux avant l'arrivée des autorités. Clara lança l'alerte. Elle publia des messages sur les réseaux sociaux, contacta des associations de défense animale. Wyatt, de son côté, cartographiait les lieux de découverte cherchant un schéma. Et c'est Shadow qui leur donna la clé. Un matin, alors qu'il marchait au nord de la ville, près d'un vieux hangar désaffecté, Shadow se figea. Il se mit à gronder. Pas comme lorsqu'il flairait un animal blessé. Non, ce grondement-là se portait d'une mémoire plus ancienne, plus profonde. Wyatt comprit. Il entra dans le hangar, torche à la main. Ce qu'il trouva lui glaça le sang. Des cages rouillées, empilées sur 3 niveaux. Des restes de gamelles, des poils collés aux grilles, des outils d'entraînement. Et dans un coin, un carnet, jauni,
Rempli de dates, de noms, de codes, l'ancien chenil clandestin était ici. Et malgré son abandon apparent, quelque chose disait que les responsables n'étaient pas loin. Wyatt appela immédiatement le bureau du shérif. L'enquête fut rouverte. Les inspecteurs de la police animale furent dépêchés. Et Montclair, cette petite ville tranquille, découvrit qu'un trafic de chiens à destination d'arènes illégales avait opéré sous son nez pendant des années. Stitch, Shadow, Riley, tous les chiens retrouvés faisaient partie des produits défectueux de ce réseau. Des animaux testés, exploités, puis jetés. Et c'est grâce à la vigilance d'un chien brisé mais fidèle que tout avait été révélé. Lors de la conférence de presse organisée quelques jours plus tard, Wyatt refusa de prendre la parole. Il se tenait en retrait, Shadow assis près de lui et Stitch couché entre ses bottes. Mais lorsque le procureur annonça l'arrestation de 3 suspects et le démantèlement officiel du réseau, la foule tourna les yeux vers lui. Et dans ce silence, Wyatt leva les yeux. Juste un instant, il regarda la caméra, puis baissa la tête vers Shadow. Tout avait commencé avec une nuit glacée, un pont isolé, des chênes, une respiration animale dans le noir. Et maintenant, c'était toute une ville qui respirait à nouveau. Le démantèlement du réseau avait laissé un vide dans la région. Pas seulement parce qu'on avait fermé un lieu d'horreur, mais aussi parce qu'il fallait maintenant recoller les morceaux. Les chiens récupérés, traumatisés, nécessitaient une prise en charge que peu de structures pouvaient offrir. Mais à Montclair, ce fut différent. Le centre dirigé par Clara et Wyatt devint un sanctuaire, un carrefour d'histoires brisées et de renaissances silencieuses. Et chaque animal adopté, chaque chien réhabilité, chaque lien tissé entre un ancien combattant et une créature autrefois abandonnée était une victoire contre l'indifférence. Stitch, le petit chien sauvé dans le tronc creux, avait complètement changé. Il courait, aboyait et avait développé une relation presque fraternelle avec Shadow. Il imitait ses mouvements, dormait roulé contre son flanc et adoptait même ses postures lors des séances d'entraînement. Une sorte d'ombre miniature, mais pleine de vie. Un jour, alors que Wyatt observait les 2 chiens se pourchassant dans le terrain clôturé, Clara vint s'asseoir à ses côtés, une tasse de café à la main. « On a fait quelque chose de bien ?» dit-elle, le regard perdu vers les arbres. Wyatt hocha la tête. « On a transformé un cri en promesse. » Elle tourna les yeux vers lui. « Tu n'y pensais pas quand tu étais sous ce pont ? Mais tout ce que tu vis aujourd'hui en découle. » Il ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Il savait qu'elle avait raison. Ce moment de bascule, cette nuit glaciale, ce regard que Shadow lui avait offert, cela avait tout déclenché. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Quelques jours plus tard, Wyatt reçut une lettre. Elle portait l'entête du département fédéral de réhabilitation des vétérans. Il s'attendait à un rappel administratif, une évaluation de suivi. Mais ce qu'il lut le figea. Le courrier l'informait qu'une distinction nationale allait lui être attribuée pour sa contribution exceptionnelle à la réintégration des vétérans par le biais du soutien animal. Mieux encore, Shadow serait également décoré en tant que premier chien officiellement reconnu comme cothérapeute vétéran du pays. La cérémonie était prévue à Washington et elle serait publique. Clara lut la lettre en silence, puis elle la posa sur la table. « Tu vas y aller, Wyatt, pas pour toi, pour tous ceux qui n'ont jamais été vus, pour tous ceux qui, comme toi, ont survécu, mais qu'on a oublié. » Il hésita. Il n'aimait pas les projecteurs, encore moins les discours. Mais il savait que cette reconnaissance ne lui appartenait pas vraiment. Elle appartenait à Shadow, à Stitch, à Riley, à tous les chiens qu'ils avaient formés, aimés, soignés, à tous ceux qu'ils avaient sauvés. Le jour de la cérémonie, l'air de la capitale était lourd, presque électrique. Des militaires en uniforme s'alignaient le long des marches du bâtiment fédéral. Des journalistes attendaient déjà, caméras prêtes, carnets à la main. Wyatt portait un costume simple. Il n'était pas à l'aise dedans, mais il tenait la laisse de Shadow avec une fierté qu'il n'essayait pas de masquer. Et Shadow, comme toujours, avançait calmement, conscient de chaque pas, de chaque regard posé sur lui. Sur scène, le discours fut bref. Une représentante du Congrès évoqua les souffrances invisibles, les cicatrices silencieuses, la résilience des âmes abîmées, et le rôle que pouvaient jouer les chiens. Des mots justes, clairs, sans emphase inutile. Puis elle appela Wyatt Daniels et le chien Shadow. L'ovation fut immédiate. Wyatt monta lentement. Il s'arrêta au micro, le regard droit. Il ne lut pas de texte. Il parla simplement. « Je n'ai pas été sauvé par une machine, ni par un médicament. J'ai été sauvé par un chien que d'autres avaient abandonné. Comme moi. » Il caressa la tête de Shadow. «
Il n'a pas parlé. Il n'a pas expliqué. Il est juste resté. Et c'était assez. Puis il sortit une médaille de sa poche. Non celle qu'on venait de lui remettre, mais celle qu'il avait fait forger lui-même. Une pièce en acier brut, gravée d'un mot, toujours. Il l'attacha au collier de Shadow et dit simplement « Pour toujours, mon ami ». L'émotion saisit la salle. Certains militaires se levèrent, d'autres posèrent la main sur leur cœur et un silence plein de respect s'installa. Après la cérémonie, des dizaines de personnes vinrent lui parler. Des mères, des anciens soldats, des jeunes en formation. Tous voulaient comprendre, tous voulaient écouter. Mais Wyatt, fidèle à lui-même, ne resta pas longtemps. Il repartit avec Shadow, prit un train pour Montclair et rentra avant la tombée de la nuit. Le centre l'attendait. Stitch sauta dans ses bras. Clara lui fit un clin d'œil, puis retourna à l'entraînement d'un nouveau chien. La routine reprenait, simple, juste, essentielle. Et sous les étoiles de cette petite ville qu'il n'avait jamais prévu d'aimer, Wyatt sut que sa vie ne lui avait pas été rendue par hasard. Elle lui avait été confiée. L'été arriva à Montclair, transformant les collines boisées en un océan vert vibrant et le centre d'entraînement en véritable fourmilière. Chaque jour, de nouvelles histoires commençaient ici. Des vétérans rencontraient leurs chiens pour la première fois, des adolescents brisés retrouvaient le goût du silence aux côtés d'un compagnon à quatre pattes. Des enfants, autrefois repliés sur eux-mêmes, retrouvaient la joie à force de jeux simples et de caresses rassurantes. Mais ce qui rendait cet endroit unique, ce n'était pas l'infrastructure, ni le programme fédéral, ni les médailles accrochées sur un pan de mur. C'était l'esprit de résilience qui y régnait. Un fil invisible reliant les êtres abîmés à ce qu'ils avaient cru perdu. La dignité, la patience, la paix. Wyatt, lui, ne changea pas. Il se levait toujours avant le lever du soleil. Marchait avec Shadow, notait les progrès de chaque duo, corrigeait avec douceur, jamais dans la brutalité. Et il parlait peu, mais chaque mot avait du poids, car il n'était jamais là pour se mettre en avant. Il était là pour que d'autres puissent se relever à leur tour. Stitch était devenu un chien d'assistance modèle. Curieux, rapide à apprendre, affectueux sans excès. Il avait été affecté à un jeune homme de 19 ans, ancien interne de soins intensifs après un accident cérébral. Le lien fut immédiat et lorsque Wyatt vit Stitch s'installer pour la première fois sur le lit d'hôpital du garçon, la tête posée sur sa poitrine, il sentit une chaleur qu'aucune médaille n'aurait pu égaler. Un soir, alors que la lumière du jour déclinait doucement et que les collines se teintaient de rose, Clara rejoignit Wyatt près de l'enclos. Ils observaient Shadow couché dans l'herbe, les yeux mi-clos. Le vieux chien semblait paisible, présent, mais en retrait, comme s'il savait qu'il avait accompli sa mission. « Tu crois qu'il sent que son heure approche ?» demanda Clara à mi-voix. Wyatt resta silencieux un moment, puis il répondit, le regard toujours fixé sur son compagnon. « Je crois qu'il sent qu'il peut enfin se reposer. » Les mois passèrent. Shadow ralentit. Ses pattes devenaient moins sûres, son souffle parfois plus court. Mais il ne se plaignait jamais. Il continuait à accompagner Wyatt sur les terrains, même s'il ne participait plus aux exercices. Il observait, il veillait. Et un matin d'automne, alors que le vent commençait à emporter les premières feuilles jaunes, Wyatt le trouva couché sous le vieux chêne, près du chenil. Sa tête reposait contre la pierre plate où il aimait s'étendre. Son corps était immobile, mais son regard semblait encore veiller. Wyatt s'agenouilla. Il posa une main sur son flanc. Rien. Il ne pleura pas tout de suite. Il resta là, longtemps, caressant cette fourrure qu'il connaissait par cœur, murmurant des choses que lui seul pouvait entendre. Puis, il prit Shadow dans ses bras et l'emmena au sommet de la colline, là où ils allaient autrefois chaque matin. Il enterra son ami au pied d'un chêne centenaire. Clara, Stitch, les autres vétérans et leurs chiens formèrent un cercle silencieux. Il n'y eut pas de discours, pas de fanfare, juste un collier suspendu à une branche et une plaque gravée. Shadow, celui qui resta. Ce jour-là, la ville de Montclair sonna la cloche de l'hôtel de ville à midi. Une fois pour chaque année que Shadow avait passé auprès de Wyatt. 12 coups, lents, profonds. Et dans les jours qui suivirent, quelque chose changea dans la ville. Des enfants déposèrent des fleurs devant le centre. Des adultes, parfois des inconnus, envoyèrent des lettres de remerciement. Et surtout, il y eut du silence. Pas celui de la tristesse, celui du respect. Wyatt continua. Il n'avait jamais voulu être un symbole, mais il était devenu une figure, une preuve vivante que le lien entre un homme et un chien pouvait être plus fort que la guerre, la solitude ou l'oubli. Chaque fois qu'un nouveau binôme était formé, il leur montrait l'arbre, la pierre,
l'histoire. Il ne racontait pas tout, juste l'essentiel. Il m'a trouvé alors que j'avais disparu. Il est resté alors que j'avais fui. Il m'a guéri alors que je ne croyais plus en rien. Et il finissait toujours par la même phrase. Ce centre porte son nom, même si vous ne le voyez pas écrit sur la porte, parce que tout ce que vous trouverez ici vient de lui. Montclair devint un modèle. Des centres similaires ouvrirent ailleurs. Des équipes vinrent se former sur place. Des livres furent écrits, des documentaires réalisés. Mais dans le cœur de ceux qui savaient, une chose restait vraie. Tout avait commencé par un chien, jeté sous un pont, oublié, cassé, et qui sans dire un mot avait redonné à un homme l'envie de vivre.